Nous sommes toujours dans le premier paragraphe, force électromotrice, du chapitre 2, et il s'agit maintenant, fort de l'analogie que nous avons rappelée dans le paragraphe précédent, il s'agit maintenant de définir plus précisément le concept de force électromotrice ou source de tension. En fait, c'est un dispositif qui joue le rôle de pompe, l'équivalent de la pompe, mais non pas de particules fluides en mécanique des fluides, mais pompe de charge électrique. Et cette pompe, entre guillemets, permet de redonner l'énergie potentielle aux charges, énergie potentielle qu'elles ont perdue en circulant dans la résistance, avec l'effet Joule que ça génère. Donc on peut redire cette phrase, une FEM ou une source de tension est un dispositif qui permet de redonner une énergie potentielle électrique à des particules chargées telles que E, on note E, la FEM, est égale à delta V, l'énergie potentielle qu'elles ont perdue dans leur parcours dans la résistance. Alors E est homogène à une tension, puisqu'on a écrit l'égalité E égale delta V, ça veut dire que E est bien une tension. Mais il faut insister sur le fait que, en fait, le dispositif ne peut pas fonctionner sur la force de Coulomb. Parce que la force de Coulomb, nécessairement, fait que des charges positives circulent des potentiels élevés vers les potentiels faibles. Donc la force de Coulomb est incapable de remonter des particules chargées positives vers des potentiels plus élevés. C'est pas possible. Il faut un dispositif de nature différente. Ça ne peut pas être la force de Coulomb. Alors vous savez qu'il y a essentiellement deux types de dispositifs physiques qui permettent de faire ça. D'une part, c'est les piles électrochimiques, et puis aussi les panneaux photovoltaïques, et nous allons revenir un petit peu sur ces dispositifs tout à l'heure. Alors ici, en fait, on a juste, cette fois-ci, dessiné un circuit maintenant électrique, avec E qui remplace la pompe de tout à l'heure, et qui donc permet de restaurer cette différence de potentiel delta V, et par conséquent, la résistance, elle est soumise à cette tension, U est égal à E, avec un courant I qui en résulte, tel que U égale RI, puisque le, le, le conducteur étant ohmique, il est soumis ici à la loi d'Ohm. Voilà, donc une première définition pour cette FEM. Et on n'est pas dans un cours de chimie, donc on ne va pas regarder en détail comment fonctionne une pile, mais c'est probablement la source de tension continue qui est la plus accessible, la plus simple à utiliser, c'est la pile ou la batterie, l'accumulateur, enfin appelez ça comme vous voulez. Donc ici, on rappelle qu'il existe de nombreux phénomènes physiques qui permettent de générer une telle source de tension, ou une FEM, mais il ne s'agit pas ici d'en faire la liste exhaustive. On va juste mentionner, c'est déjà fait, mais on va revenir un peu sur la pile électrochimique et sur le panneau photovoltaïque, parce que c'est quand même les plus courants. Mais on peut peut-être juste encore rajouter que dans les semi-conducteurs, il y a des effets physiques assez complexes qui font qu'une différence de température aux bornes disons, d'un matériau semi-conducteur peut aussi générer des FEM. C'est les effets qui sont dits thermoélectriques, dont vous avez peut-être entendu parler, mais comme c'est assez marginal, on ne va pas en parler dans ce cours. Donc les deux grands effets que vous connaissez au moins qualitativement, c'est la pile électrique qui a été inventée au début du 19e par Volta. Hein, tout le monde a entendu parler de la pile Volta. Et puis aussi le panneau photovoltaïque qui aujourd'hui est popularisé puisqu'il est beaucoup utilisé dans la vie quotidienne. Alors, une pile électrique, encore une fois, on n'est pas chimiste, hein, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est toujours basé sur des équations chimiques d'oxydoréduction. Et typiquement, dans une batterie au plomb, même si elles sont un peu en voie de disparition, vous avez
des électrodes qui baignent dans un électrolyte, une solution qui en l'occurrence est de l'acide sulfurique, et c'est ces réactions d'oxydoréduction entre plusieurs espèces chimiques, des formes oxydées, des formes réduites, qui permet donc d'obtenir cet effet, donc qui permet à des charges positives, en fait, de remonter un potentiel électrique, alors que la force de Coulomb en est incapable. Donc la tension obtenue dans une pile dépend de ce qu'on appelle le potentiel redox, en fait, d'un couple oxydoréduction. Et on montre en chimie que ces potentiels redox sont souvent de l'ordre du volt, si bien que, c'est ce que je dessine ici, lorsque vous mettez plusieurs cellules en série, quand vous mettez plusieurs cellules en série d'un même couple redox, avec une FEM individuelle qui est peut-être de l'ordre du volt, eh bien vous pouvez obtenir une pile qui typiquement va avoir par exemple du 5 volts à ses bornes, puisque 5 volts c'est une tension un peu classique qu'on utilise notamment en électronique. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, la FEM totale, c'est la somme des FEM des cellules individuelles, exactement comme l'altitude totale était la somme des altitudes individuelles quand on mettait en série plusieurs pompes hydrauliques. Alors pour le panneau photovoltaïque, sans rentrer non plus dans le détail, ce sont des effets, des phénomènes physiques assez complexes dans des matériaux qui sont dits semi-conducteurs. Typiquement, mais vous savez au moins intuitivement, c'est la conversion de l'énergie des photons qui tombent sur le panneau, c'est la fameuse relation de Planck, E égale h nu. E égale h nu, c'est la relation qui qui montre l'égalité de l'énergie qui est portée par un photon et de sa fréquence, nu, les deux étant reliés par la fameuse constante de Planck, E égale h fois nu. Donc cette énergie, lorsque le panneau capte un photon, est transférée à un électron qui voit son énergie potentielle modifiée par cette quantité E égale h nu. Donc l'énergie du photon est transférée au porteur de charge. Alors dans un semi-conducteur, les porteurs de charge, pas forcément que les électrons, mais peu importe ce détail. Voilà, porteur de charge. Nous, on travaille souvent conceptuellement sur des charges positives, puisque je rappelle que le sens du courant est donné par le sens réel de circulation de charges positives. Et il est vrai que dans un semi-conducteur, il y a ce qu'on appelle des trous qui sont des porteurs de charges positives. Ça tombe bien parce que du coup, il est assez facile de comprendre comment ces porteurs de charges positives s'écoulent depuis les potentiels électriques élevés vers les potentiels faibles par la force de Coulomb et comment ils sont rétablis dans leur potentiel électrique plus élevé grâce au transfert photon vers électron au sein du panneau photovoltaïque. Alors, le modèle d'un générateur de tension, en fait, dans une pile électrique, en réalité, ce que vous avez aux bornes de la pile, c'est pas juste une FEM, mais c'est une source de tension. C'est une source de tension en série avec une résistance interne. En général, une source de tension réelle, c'est une source de tension idéale, donc c'est le dipôle qui est figuré avec une flèche, là à l'extrême gauche, mais en série avec une résistance interne. Et donc, c'est la mise en série de ces deux dipôles qui donne les bornes moins et plus, qu'en général, on représente comme suit à droite dans les schémas électriques. Alors, les représentations dépendent un peu des auteurs, mais nous, dans la suite, le cercle dans lequel il y a une flèche, c'est une source de tension idéale, tandis que à droite, la borne longue et la borne moins, c'est une pile réelle ou un générateur réel dans lequel il y aura une résistance interne.
Voilà, donc un petit peu ce qu'il faut retenir pour une source de tension, idéale ou réelle, avec la différence entre les deux, c'est que lorsque vous avez affaire à une source réelle, vous avez une résistance interne. En général, dans les énoncés, on précise si la source est idéale ou s'il faut y mettre également une résistance interne, auquel cas on tient compte de, disons, d'un modèle plus réaliste. Alors tout de suite, ça nous permet peut-être de faire, non pas vraiment un exercice corrigé, mais de montrer comment on peut mesurer E et R. Imaginez vous avez une pile, imaginez vous avez une pile et vous voulez mesurer E et R. Eh bien, pour mesurer E, c'est tout simple. Il suffit de faire une mesure à vide. C'est-à-dire que vous mettez un voltmètre directement aux bornes de la pile. Le voltmètre, il a une résistance qui est quasiment infinie. Ça veut dire qu'il n'absorbe pas de courant. Comme I est pratiquement nul, avec une excellente précision, ça veut dire que le courant étant nul, la chute de tension au bord de la résistance interne est aussi pratiquement nulle. Et ce que vous mesurez au voltmètre, en fait, c'est directement E. Donc vous avez une mesure de E qui est directe, par ce qu'on appelle un essai à vide, en mettant directement un voltmètre aux bornes de la pile. Il faut peut-être juste se garantir que le voltmètre a bien, mais c'est le cas, hein, c'est par construction, un voltmètre est un appareil qui a on dit une résistance infinie, puisqu'il ne consomme pas de courant. Et pour mesurer R, alors en fait, on peut faire ce qu'on appelle un essai en court-circuit. C'est-à-dire que là, en fait, vous connectez directement au bord de la pile, vous connectez directement à un ampèremètre. Parce qu'un ampèremètre, en réalité, a une résistance nulle. Tout se passe comme si vous court-circuitiez, si vous mettiez directement un fil métallique au bord de la pile. Et en fait, le courant que vous mesurez dans l'ampèremètre, c'est directement E sur R. Pourquoi? Parce que comme l'ampèremètre a une résistance nulle, il n'y a pas de chute de tension à ces bornes, et par conséquent, E circule uniquement dans R, et par la loi d'Ohm, vous avez E égale RI, et par conséquent I égale E sur R.